Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Bonjour Fanny. Bonjour Mathilde. Nous sommes le jeudi 12 janvier et voici les titres. À la une, la grippe continue d'inquiéter. Une réunion de crise se tient en ce moment à l'Elysée avec François Hollande et la ministre de la Santé. Nous retrouverons notre envoyé spécial Solène Rioux sur place. Le marathon commence ce soir pour les 7 candidats de la primaire socialiste. Parviendront-ils à attirer autant d'électeurs que lors de la primaire de la droite? C'est tout l'enjeu du débat de ce soir. Et puis Donald Trump a donné sa première conférence de presse en tant que président élu des États-Unis. Échange vif avec les journalistes autour du vrai-faux scandale des dossiers compromettants russes. Enfin, ce sera le deuxième épisode de notre feuilleton sur les objets d'antan. Aujourd'hui, immersion avec des passionnés de vinyle, des amateurs et des professionnels. À la une, l'épidémie de grippe se propage. Le bilan sera probablement lourd, a averti la ministre de la Santé Marisol Touraine. On fait le point tout de suite avec Jawad Aïtamer et Solène Rioux. C'est sans doute l'une des épidémies de grippe les plus violentes de ces dernières années. Pas de chiffres officiels pour le moment, mais elle a déjà fait 52 morts en quelques jours. Les seniors sont les plus touchés. À Lyon, 13 personnes d'une même maison de retraite sont décédées en 2 semaines. Une situation inquiétante qui a fait réagir mercredi la ministre de la Santé Marisol Touraine. Le bilan de la grippe cette année sera probablement lourd puisque le nombre de personnes malades est particulièrement important. Mais le système de santé répond présent. Malgré une épidémie particulièrement violente cette année en Rhône-Alpes et en Île-de-France, de nombreux Français ne se sont pas fait vacciner. Je ne suis pas vacciné parce que j'ai pas la grippe. Je ne l'ai pas eu, ça fait une dizaine d'années, donc je ne me sens pas vraiment concerné. Je suis méfiant des vaccins et pour l'instant, je ne me vaccine pas. Je ne suis pas assez fragile. Même si j'ai la grippe, je vais m'en remettre. Conséquence de ce manque de prévention, les admissions en urgence ont augmenté de 30% depuis quelques jours. Les hôpitaux commencent à saturer. Quand il n'y a plus de lit, on fait au mieux, on a recours un petit peu aux cliniques aux alentours, aux hôpitaux. Il y en a certains qu'on peut gérer aussi en ambulatoire. Et sinon, le cas échéant, il y a des gens qui passent la nuit sur des brancards parce qu'on n'a pas le choix. Depuis début décembre, ce sont près de 800 000 personnes qui ont consulté un médecin pour des symptômes grippaux. En 2015, une épidémie similaire avait fait plus de 18 000 morts. La majorité des victimes étaient des personnes âgées. Et face à l'urgence de la situation, le président de la République François Hollande et la ministre de la Santé Marisol Touraine présidaient une réunion de crise. Solène Rioux, vous êtes sur place avec Jawad Aïtamer. Que peut-on, que doit-on retenir de cette réunion ? Alors Fanny, ce qui ressort de cette réunion, c'est vraiment la volonté de Marisol Touraine de montrer sa sérénité face à l'urgence sanitaire. Les hôpitaux sont en situation tendue, mais ils ne sont pas débordés et ils font face, a-t-elle assuré. La ministre de la Santé qui a également annoncé la mise en place du plan établissement de santé en tension. Près de 200 hôpitaux sur les 850 du pays sont concernés. Alors c'est un plan qui devrait permettre 3 actions. Ajouter des lits d'hospitalisation, rappeler du personnel soignant en congé ou encore déprogrammer les opérations moins urgentes. Selon la ministre de la Santé, l'épidémie a déjà atteint son pic en Île-de-France, mais on l'attend encore dans certaines régions, dont la Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup Solène. Et en plus de favoriser le virus de la grippe, le froid hivernal sévit dans toute l'Europe. Amnesty International a lancé un appel à la Commission européenne pour venir en aide aux migrants et aux réfugiés qui sont coincés sur les îles grecques. L'organisation réclame le transfert des demandeurs d'asile vers le continent européen. Toutefois, en Europe, la situation des migrants n'est pas meilleure. Et oui, à Paris, malgré l'ouverture du centre de migrants voulu par la maire de la ville, Anne Hidalgo, des centaines de personnes dorment tous les soirs dans la rue. Le centre accueille chaque jour 80 personnes, mais chaque matin, les files s'étendent jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Benoît Lavoine est parent d'élèves d'une école voisine. Avec d'autres, il se mobilise tous les jours pour distribuer des petits déjeuners aux migrants. Il répond aux questions de Félix Roy et de Bastien Bory. Je vous propose de l'écouter. Les bananes aussi. Hello. Bonjour. Ça va? Ouais, un peu froid. Bonjour, ça va? It's coming, just a minute. Il nous semble que l'État n'est pas très preneur
de la question des réfugiés, en tous les cas ils ne veulent pas la prendre en charge, et que les citoyens se sont dit il faut sortir dans la rue, il faut aller au contact. Des dons arrivent de manière des fois comme ça, désordonnée, une initiative personnelle, quelqu'un qui a des invendus, etc. Donc on assure toujours évidemment un minimum. On nous amène des fruits, on a des viennoiseries, voilà, bon ça dépend des jours, hein, mais... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens qui sont à la rue, qui sont souvent tyrannisés par la police, c'est-à-dire qu'on l'a su récemment, ils leur enlèvent les couvertures pour les jeter. Donc on se dit, il faut absolument agir. Et la question migratoire sera au cœur du premier débat télévisé de la primaire socialiste. Ce soir, 7 candidats s'affronteront sur le plateau de TF1. Et pour eux, évidemment, l'enjeu sera de faire la différence et de séduire les électeurs. Toutefois, les tensions au sein du Parti socialiste font craindre une faible participation à la primaire de janvier. Marion Lawamène et Marie-Carline Chardonnay. Des files d'attente de plusieurs heures, pénurie d'enveloppes et de bulletins de vote. La primaire de la droite et du centre a suscité un engouement que les organisateurs n'avaient pas prévu. Difficile de faire mieux pour la gauche. Les responsables du Parti socialiste eux-mêmes ne s'attendent pas à autant d'électeurs, comme le montrent les premières estimations. Pour la primaire de la droite et du centre, plus de 10 000 bureaux de vote étaient mis à disposition des votants. Pour ces primaires, 7 530 seront ouverts. Côté participation, le PS ne s'attend pas à plus de 2 millions de participants, près de 2 fois moins que pour l'élection du candidat de la droite à la présidentielle. Même enjeu pour les débats, les Français semblent cette fois-ci encore moins motivés. J'attends absolument rien des débats, je vais sans doute pas les regarder, ça dépend, si j'ai le temps je les regarderai. Je ne pense pas après, puisque même dans mon entourage, plus je pose des questions, moins les gens sont réceptifs aux élections. Peut-être un malaise certain qui va faire qu'il y aura peut-être beaucoup plus d'abstention que sur la droite, hein. Beaucoup moins de mobilisation. Score d'audience à battre, 5 600 000 téléspectateurs lors du premier rendez-vous de la primaire de la droite. Verdict après le premier débat, ce soir à 21 h. Bastien Bory, vous nous avez rejoint sur ce plateau, bonjour. Bonjour. Comment les candidats abordent-ils le débat de ce soir? Alors pour le savoir, on va tout d'abord jeter un coup d'œil au sondage. Regardez, Manuel Valls est en avance d'une courte tête, 31% contre 24% contre Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Il n'y a donc pas de tendance, contrairement à la primaire de la droite. Il y aura aussi moins de thèmes pour les départager, 3 sujets principaux, les questions économiques et sociales, le terrorisme et la laïcité. Allez, maintenant, on va prendre la température des QG de campagne. Alors, on va commencer par Manuel Valls, très à l'aise, il a tombé la veste dans son grand QG avec beaucoup de jeunes derrière lui, sûrement pour faire oublier que sa campagne stagne. Arnaud Montebourg, lui, ne suscite pas plus d'enthousiasme, mais il garde la confiance. Il a déclaré notamment que Donald Trump avait plagié sa campagne. En revanche, pour Vincent Peillon, c'est un petit peu plus compliqué, vous allez le voir. Il emménage à peine dans son QG de campagne, on le voit au premier plan, la tête dans ses cartons, à quelques heures seulement du débat. On espère qu'il arrivera ce soir quand même, avec quelques idées, et puis un programme accessoirement. Et justement, Bastien, à quoi doit-on s'attendre durant le débat de ce soir? Alors déjà, premier enjeu, donner envie aux électeurs d'aller voter, tout simplement. Pour l'instant, le Parti socialiste est exclu du second tour de la présidentielle. Il y a donc beaucoup de travail. De toute manière, on verra l'audience du débat de ce soir. Ça nous donnera un indice sur l'intérêt des électeurs. Deuxième enjeu, il va falloir sortir du lot, mais attention, sans se battre. Le PS, les divisions au sein du PS sont déjà profondes. Alors si vous vous retrouvez avec un débat avec des jets de casseroles et des insultes, on pourra dire que c'est plié. Le problème, eh bien, il est pour nous et il est pour vous aussi qui nous regardez. Il y aura peu de spectacles. Et enfin, le troisième enjeu, c'est plutôt celui des petits. Pinel, Benamias, Rougi. Pour eux, la victoire, disons-le, est impossible. Alors ils tenteront de se démarquer, parce qu'à défaut de devenir bons présidents, ils pourront faire de bons ministres. Merci beaucoup Bastien. Le débat est à suivre ce soir à 20h55 sur TF1. Et puis, une annonce plutôt surprenante pour terminer ce chapitre politique, Fanny. Absolument, Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle, a annoncé qu'il tiendrait un meeting avec son double à l'aide d'un hologramme. Ce sera le 5 février prochain.
Et c'est l'une des mesures phares de la loi travail, le CPA, le compte personnel d'activité est lancé aujourd'hui. Chaque actif peut désormais créer son compte en ligne et gérer l'ensemble de ses droits. Décryptage avec Léa Bons. Quand il travaille, un salarié accumule un certain nombre de droits. Formation, congés, retraite et indemnité chômage. Pendant longtemps, la plupart disparaissaient lorsque le bénéficiaire changeait d'employeur, de région ou qu'il traversait une période de chômage. Depuis 2 ans, ces droits ne sont plus perdus, mais stockés pour que le salarié puisse les utiliser tout au long de son parcours professionnel. Problème, ils sont placés sur plusieurs comptes différents. Le compte personnel de formation qui recueille jusqu'à 150 heures de droits par an. Le compte épargne-temps pour cumuler les jours de congé et de RTT. Le compte pénibilité destiné aux salariés ayant exercé un métier difficile. Ces droits leur permettent de se former, travailler à temps partiel ou partir à la retraite plus tôt. Enfin, les droits au chômage rechargeable qui permettent à un chômeur de conserver ses indemnités lorsqu'il retrouve un emploi. Pour simplifier le système, le gouvernement a décidé de regrouper tous ces droits dans un seul et même compte, le compte personnel d'activité. Une sorte de sac à dos du XXIe siècle qui nous suit tout au long de notre vie. Au chapitre justice maintenant, l'Assemblée nationale vote aujourd'hui une loi prévoyant de rallonger, de doubler le délai pour agir en justice. Il sera de 20 ans au lieu de 10 pour les crimes et de 6 ans au lieu de 3 ans pour les délits. Et cette alerte météo avec une tempête hivernale qui va balayer la France d'est en ouest et ce jusqu'à demain soir. 53 départements, soit la moitié nord du pays, est placé en vigilance orange, vent, neige et verglas par Météo France. Des vents qui pourraient atteindre jusqu'à 100 km/h sur les terres et jusqu'à 120 km/h sur les côtes. Soyez prudents. Et direction les États-Unis maintenant, Fanny. Absolument. Donald Trump donnait hier soir sa première conférence de presse en tant que président élu du pays. Il était évidemment très attendu par les médias, très en colère aussi. En cause, les informations compromettantes que détiendrait la Russie à son encontre. Aurélie Payet nous en dit plus. C'était une conférence très attendue, la première de Donald Trump depuis son élection. Comme il nous y a habitués, le futur président américain a commencé par régler ses comptes. Monsieur, une autre question a été posée, ne soyez pas grossier s'il vous plaît. Ne soyez pas grossier, monsieur. Écoutez, je n'ai aucune intention de répondre à vos questions, toutes vos infos sont intégralement bidons. Question suivante, s'il vous plaît. Et en cause, la diffusion d'un rapport non authentifié dans lequel on découvre l'influence de la Russie sur Donald Trump, un document fourni par les renseignements américains eux-mêmes. Franchement, je trouve que c'est une honte, et je pèse mes mots. C'est quelque chose que l'Allemagne nazie aurait pu faire, et d'ailleurs il le faisait souvent. Des phrases choc pour désigner une trahison. Selon ce rapport, la Russie pourrait faire chanter le futur président grâce à une vidéo compromettante. Tournée à Moscou en 2013 lors d'un séjour pour l'élection de Miss Univers, on y verrait Donald Trump en compagnie de prostituées. Alors l'ex-candidat est-il depuis influencé, manipulé par Vladimir Poutine? Il affirme que non et se concentre sur son programme. Nous allons construire ce mur. Je pourrais attendre 1 an et demi qu'on finisse les négociations avec le Mexique. Ces négociations, elles vont commencer dès mon entrée à la Maison-Blanche, mais je n'attendrai pas plus. Un mur entre le Mexique et les États-Unis, la fin de l'Obamacare. À 9 jours de l'investiture, Donald Trump affiche une ambition démesurée. Je serai le plus grand créateur d'emplois que Dieu n'a jamais engendré. Et direction l'Irak à présent, où la bataille pour la reconquête de Mossoul se poursuit. Pour la première fois depuis le début des combats, les troupes irakiennes soutenues par la coalition occidentale ont atteint les bords du Tigre, le fleuve qui traverse la ville en son cœur. Les forces spéciales ont pris l'un des ponts les plus stratégiques de la ville que vous apercevez sur ces images. Un signe fort dans cette guerre urbaine où la progression est difficile. Au total, 70% de la rive est de Mossoul a été reprise, comme l'indique cette carte. Retour en France maintenant avec du sport et notre consultant sportif vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ambiance de feu hier soir à Bercy pour le lancement du mondial de handball.
Oui, effectivement, hier soir, l'équipe de France lançait son mondial à domicile sur ses terres. C'était, comme vous l'avez dit Mathilde, à Bercy. Les tenants du titre et quintuple champions du monde font évidemment office de favoris dans cette compétition et ils ont justifié leur statut. Un match quasi parfait. On voit ici l'arrêt du capitaine et gardien Thierry Omeyer et ce magnifique but d'Adrien Dipanda. Large victoire 31-16 pour les experts qui réussissent donc leur rentrée dans la compétition et ont rendez-vous mercredi. Ce sera face au Japon. Et puis, si les Brésiliens du hand n'ont pas passé une super soirée hier, c'était tout le contraire pour ceux du football et ceux du Paris Saint-Germain. En l'occurrence, Thiago Silva, le défenseur et capitaine du PSG, a inscrit les 2 buts de son équipe face à Metz. Une victoire 2-0 en quart de finale de Coupe de la Ligue. 2 buts qu'on voit ici à l'image de la tête sur 2 corners d'André Di Maria. Le Paris Saint-Germain qui retrouvera Bordeaux en demi-finale de la compétition. Mais il y a aussi une autre compétition qui se déroule en ce moment, Guillaume. Oui, en effet, on finit cette page sport avec le Dakar. Le Dakar qui continue et qui a repris même après l'annulation de la journée d'hier due aux intempéries. Et pour cette avant-dernière étape qui est actuellement en train de se dérouler, tous les regards sont tournés vers le rallye, la catégorie auto, où la lutte fait rage en tête. Une lutte qui prendra fin ce week-end avec la dernière étape et une lutte qui concerne Sébastien Loeb et son coéquipier chez Peugeot, le duo décuple vainqueur de l'épreuve, Stéphane Peter-Hansel. Merci beaucoup Guillaume. Et un peu de culture à présent. Le Lab 14, un collectif d'artistes spécialisés dans l'art urbain, investit des ateliers du quartier de Montparnasse à Paris. Quand les artistes quittent la rue, c'est un reportage de Tiffaine Pocolandel et Léa Bons. Dans les couloirs de ce bureau de poste, 1600 mètres carrés de chantier multicolores. Et pour la trentaine d'artistes qui travaillent dans cet atelier d'un nouveau genre, peindre sur les murs est presque une obligation. Léonard est l'un d'entre eux. Enfant d'un quartier populaire de Paris, il a grandi avec les graffitis et s'exprimer dans ce genre d'endroit est pour lui un avantage. C'est vraiment comme quand on peint dans un terrain, sauf qu'on va plus loin parce qu'on a plus de temps et que c'est un peu un espèce de luxe un peu quand même. D'avoir un lieu comme ça et d'avoir le droit d'y être. Sortir de la rue pour voir plus grand, c'est l'ambition que s'est donné le Lab 14 avec ses 2 étages de tableaux et de structures en 3 dimensions. Plus qu'un simple atelier d'artistes, c'est une plongée dans les coulisses d'une exposition où les visiteurs découvrent un lieu en constante évolution. C'est vrai que le street art a toujours été dans des lieux abandonnés, mais cette fois-ci, il est organisé pour avoir de la visite. Et cette visite, elle se prolonge jusqu'au 26 février, au pied de la célèbre tour Montparnasse. Allez, et maintenant c'est l'heure de notre feuilleton. Jusqu'à vendredi, nos reporters vont suivre des passionnés qui donnent une seconde vie aux objets d'antan. Et pour le 2e épisode aujourd'hui, Erina Fourni et Nastasia Passaris ont rencontré des amateurs et des professionnels amoureux de vinyle. Regardez. De la musique électronique sur des vieilles platines. Dans ce disquaire au décor de boîte de nuit, l'envie de danser se fait sentir. Ici, l'ambiance est studieuse, chacun recherche sa pépite musicale. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des choses qu'on peut trouver qui sortent sur vinyle, qui sortent que sur vinyle. Le fait de chiner constamment dans les bacs, c'est ça qui m'attire. Et après, là, ça devient vraiment une passion. Je viens acheter des vinyles pour avoir des choses qu'on ne trouve pas forcément sur Internet, aussi pour avoir des conseils de la part du disquaire. Depuis 2 ans, ce disquaire a vu décoller ses ventes, une tendance qui perdure grâce à un nouveau public. Et tu as toute une nouvelle génération de DJ jeunes et tout, donc qui se mettent au vinyle pour le plaisir de mixer, pour la collection. Dans ce studio, ce DJ peaufine ses productions, un mélange d'électro, d'instruments et de machines. Il collectionne les vinyles, amoureux de l'objet et de son grain chaleureux. Il y a un côté historique, il y a un côté objet. Le vinyle, il y a une sorte de découverte. C'est de la recherche et le plaisir, c'est de trouver quelque chose qui n'y a pas forcément partout. La mort du CD a remis au goût du jour le fait d'avoir un objet. Le vinyle, lui, n'est pas mort, il est même reparti pour un tour. Et c'est la fin de ce journal préparé par les équipes d'Andrea Le Bourgeois et Alexia Ferré. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Excellente soirée à tous.